Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes, déjà, tout est dans le nom, tout est dans le titre. Dans notre département, nous venons depuis la mer, point zéro, jusqu'à plus de 3100 mètres. Donc un territoire, évidemment, avec une topographie très particulière. Un territoire qui regroupe un nombre impressionnant de torrents et de fleuves à caractère torrentiel, et puis qui regroupe absolument tous les risques naturels. On les a tous, on peut tous les recenser, depuis le tsunami jusqu'à, bien sûr, les inondations, en passant par l'incendie, en passant par l'avalanche, en passant par le mouvement de terrain ou les chutes de blocs. Donc un territoire à haut risque qui regroupe plus d'1 million d'habitants en hiver, mais vous le savez, souvent 1,5 million l'été ou pendant les périodes de vacances. Et puis un territoire sur lequel nous avons 11 000 km de fleuves et 39 km de digues classées. Donc effectivement un risque d'inondation important. Nous avons cherché évidemment des réponses innovantes un peu sur ces risques. Et puis en 2015, nous avons eu un épisode sur Cannes, sur Biot, absolument phénoménal, très violent. En quelques heures, nous avons eu des inondations qui ont généré plus de 20 morts et un nombre important de sinistrés. Le président du département, très mobilisé sur les questions de Green Deal et de Smart Deal, déjà avec la maison de l'intelligence artificielle, avec tout un tas de solutions Green Deal, a souhaité mettre en place le premier SMIAGE, syndicat mixte des inondations et de l'aménagement et de la gestion des eaux. Suite à la loi GEMAPI, il a souhaité mettre en place ce SMIAGE qui était, je crois, le premier en France et qui est un SMIAGE important puisqu'il a été créé en 2017, il a été reconnu établissement public de bassin en 2019 et ce SMIAGE porte un nombre important de missions, notamment la prévention et la protection contre les inondations. Il porte les PAPI, les plans d'action et prévention inondation. Il gère également les problématiques de trait de côte puisque nous avons effectivement une façade maritime. Il porte tous les systèmes d'endiguement. Je vous ai dit 39 km de digues classées, mais également les questions de vulnérabilité du bâti, les travaux d'urgence. Voilà, la deuxième mission de ce SMIAGE que nous avons voulu créer pour répondre à la problématique du risque inondation est celle de prévention du risque hydrométéorologique. Alors avec évidemment, bien entendu, Météo France qui nous informe, et on a pu voir hier, c'est pas plus vieux que ça, que quand on n'est pas informé, on a du mal à faire passer l'information nous-mêmes aux maires et aux collectivités, mais le SMIAGE a mis en place néanmoins un service d'annonce de crues, de prévision de crues, c'est-à-dire que quand il pleut dans le haut pays, on sait que la rivière Intel va être largement impactée et que donc dans 1 heure ou dans 2 heures, voilà, par des méthodes de technologie assez fines, il y aura un impact très violent sur Antibes, par exemple, avec une intervention, une information donnée, par exemple, aux chantiers qui travaillent en aval dans les cours d'eau parce qu'ils sont en train de mettre en place un pied de digue, ou, etc. Donc, ce service d'annonce de crue est très important, avec également des outils d'alerte de la population que nous avons mis en place. Ce SMIAGE s'occupe également de former les collectivités, les équipes municipales à la gestion de crise. 104 communes sur les 183 des Alpes-Maritimes sont aujourd'hui en gestion, formées à la gestion et à l'alerte, à la gestion de crise. Des exercices d'inondation, de crise, simulation de crise sont mis en place avec la préfecture. Et puis surtout, des capteurs, 200 capteurs avec des caméras dans tout le département et des radars météo en relation bien entendu avec Météo France, avec la préfecture et avec les différents services également du SDIS. Voilà, donc un SMIAGE très opérationnel qui comporte aujourd'hui 81 personnes et avec un budget de pratiquement 100 millions d'euros, sachant que nous regroupons tous les bassins versants des Alpes-Maritimes, mais également les bassins versants du Var et des Alpes de Haute-Provence pour ce qui est limitrophe de notre territoire. Alors,
la tempête Alex, dans les Alpes-Maritimes, ça a été évidemment 4 vallées, pas seulement la Roya dont nous allons parler, mais aussi la Vésubie, la Tinée, l'Estéron, et puis 70 communes et 50 kilomètres, pour vous donner une idée, une sorte d'île flottante entre la Corse et le continent, d'environ 50 km de long, avec des arbres, mais aussi des lave-linges, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, qui a été évacué après la tempête Alex par les différents cours d'eau et qui sont arrivés dans le Var et donc dans l'estuaire du Var, ensuite dans la mer. Alors, pour passer, voilà, la mission Roya, je vous le disais, c'est 70 communes en catastrophe naturelle. Nous avons eu les problématiques de secours aux habitants, d'organisation de la solidarité, structurer l'action, ce qui a été notre première interrogation, et prioriser les travaux. Et pour ça, nous avons, suite à l'état des lieux, dont vous allez voir qu'il était quand même, somme toute, pardon, hop, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Voilà, assez... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Voilà, l'état des lieux, donc assez catastrophique, comme vous pouvez le constater. Je suis passée un peu vite, mais c'est pas grave, parce qu'on n'aura pas le temps de voir toutes les diapos. Une situation tout à fait dramatique. Alors, nous avons mis en place des outils juridiques assez innovants, notamment des outils de marché de travaux, puisque le Code des collectivités, le Code de la commande publique nous le permettait, des marchés de travaux qui étaient sans publicité, pour des questions d'urgence impérieuse. Ça nous a permis de travailler et de mettre en place notamment, vous voyez, des opérations coup de poing dans les jours qui ont suivi ou dans les semaines qui ont suivi cette catastrophe. Je ne sais pas si je vais vers la suivante. Voilà, donc en quelques mois, nous avons eu en 24 mois, 70 millions d'euros et mis en place les éléments que vous voyez, avec sur place des solutions de criblage, de réutilisation des matériaux, puisque une des grosses problématiques que nous avions était évidemment de gérer les déchets qui allaient avec cette catastrophe naturelle. Alors, en dehors des chantiers de grande urgence et d'accès immédiat pour retrouver de la circulation dans cette vallée de la Roya, nous avons également eu des chantiers d'envergure. Alors ces chantiers d'envergure, avec des marchés évidemment plus classiques, avec une démarche de construction qui était assez innovante dans la mesure où nous avons eu une maîtrise d'œuvre interne, avec uniquement le département qui a une dizaine de personnes, 3 ingénieurs et puis une dizaine de personnes avec une maîtrise d'œuvre interne, 6 ouvrages ont été reconstruits. À l'heure où je vous parle, ces ouvrages sont terminés. Nous allons inaugurer les 2 derniers ponts. Donc vous voyez quand même l'ampleur des travaux. Voilà, par exemple, les ponts Kairos et Dambo. Voilà, nous avions évidemment un pont avec un ouvrage de 21 mètres et vous voyez ce qu'il faut construire pour réparer. Ces ponts sont achevés. Celui-ci est un paravalanche, c'est un exemple aussi, en 11 mois de travaux, toujours en maîtrise d'œuvre interne, avec l'appui du CEREMA également. Et le pont des 14 Arches et le pont du Bourgneuf qui seront inaugurés dans les jours ou semaines qui viennent. Voilà, les travaux d'infrastructure ont représenté les chiffres que vous voyez aujourd'hui. Nous sommes, après avoir terminé et parachevé l'ensemble des travaux sur cette vallée, nous en sommes à 256 millions d'euros avec un financement État, région, Europe, etc. de pas tout à fait 100 millions d'euros à l'heure actuelle. Voilà pour la partie reconstruction un peu dans l'urgence, avec à la fois des méthodes juridiques un peu innovantes, mais aussi une gouvernance particulière. Juste un mot pour terminer, pour vous dire qu'une fois qu'on a reconstruit, et c'est bien de reconstruire, mais reconstruire pour qui, reconstruire comment, puisque un très grand nombre d'habitations ont été détruites, des gens ont perdu à la fois leur entreprise, leur maison, mais aussi leurs morts, par exemple dans la Vésubie, à Saint-Martin-Vésubie, où la moitié du cimetière de la commune a été emportée, donc une situation humaine et sociale absolument dramatique. Et cette problématique-là, nous avons eu aussi à la gérer. Alors, d'une part,
en demandant l'appui de l'EPF PACA, qui nous a permis de se substituer aux collectivités pour la mise en place du fonds Barnier, de gérer toutes les analyses de bâti, les expropriations, le financement, l'indemnisation des propriétaires, ce qui était quand même très important psychologiquement aussi pour les gens qui avaient tout perdu. Mais aujourd'hui, on en est à 130 biens déjà acquis. Il en reste, puisqu'il y en a 260 à acquérir par le fonds Barnier, pour 46 millions d'euros. Et puis, la dernière question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est que ces territoires qui sont des villages, dans des villages qui étaient en bord de rivières, que ce soit dans la Roya ou ailleurs, ces territoires sont aujourd'hui évidemment en zone rouge dans le PPR inondation que le préfet a élaboré. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est comment maintenir de la vie dans nos villages. Alors, chaque fois que l'on veut, que l'on propose des terrains, que l'on propose de reconstruire pour maintenir la vie, pour maintenir les entreprises, pour maintenir les artisans, ou même l'école, ou même la gendarmerie, on se heurte à l'État qui nous dit « Ah oui, mais là, vous êtes incompatible avec la loi montagne parce que ça n'est pas en continuité directe du village. » Donc là, il va falloir aussi que l'État, que l'ADREAL, que les institutions soient innovantes, parce que sinon, c'est la vie dans ces territoires qui va finalement s'éteindre avec un certain nombre de contraintes juridiques qui s'imposent à nous. Merci.